Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Patrick Guillotte. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projet et cheminement de vie. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. Lorsqu'est venu le temps de poursuivre ses études universitaires, Patrick Guillotte a quitté sa région natale de Kapuskasing pour venir s'installer à Ottawa. Sa passion pour l'improvisation a été un aspect majeur dans la prise de cette grande décision. Aujourd'hui, on le connaît notamment pour ses grands talents d'improvisateur, mais aussi comme humoriste. Je vous invite à découvrir un gars qui est dédié à faire grandir ses passions, tout en restant intègre envers ses propres ambitions. Voici La Convo avec Patrick Guillotte. Patrick Guillotte, bienvenue à La Convo. Merci Mathieu. On est aujourd'hui à l'Institut canadien-français, oui, dans la bibliothèque mythique avec des livres ancestrales. Puis on va en parler tantôt, mais l'Institut canadien-français, c'est une place que tu fréquentes souvent. Oui, quand même, vraiment souvent. C'est un peu mon deuxième chez moi. Oui, c'est ça. On va y arriver tantôt parce que tu tiens le volant de l'acronyme ici, donc avec d'improvisation. Fait qu'on va y arriver, c'est ici qu'elle se produit. On t'a vu beaucoup récemment sur la scène de l'humour local. Tu animais jusqu'à tout récemment une soirée d'humour open mic au Jusqu'à Minotaur. hier. Jusqu'à hier, récemment. Au moment d'enregistrer ce podcast. Hier, tu as donné ta démission. Oui, en fait, j'ai donné ma démission au début du mois de septembre. Ouais. Et hier, c'était ma dernière soirée. J'étais là, c'est une belle soirée. Merci. Félicitations pour toutes les soirées que tu as faites. L'année passée aussi. Mais on va y arriver au Minotaur dans pas grand temps. Je vais apprendre à te connaître. Tu as écouté le podcast un petit peu. Oui. Tu vois j'essaie d'un peu comprendre c'est quoi l'origine des gens parce qu'on arrive dans leur projet un peu plus. Fait que toi, tu me disais que tu viens de Kapuskasing. Oui, du nord de l'Ontario. Je suis arrivé ici pour l'école, pour l'université, parce que je veux pas en étudiant dans le nord. Si on veut continuer en français, c'est soit Sudbury ou Ottawa. Et je me suis envenu à Ottawa spécifiquement pour continuer à faire de l'impro. C'est ça, c'était un aspect quand tu magasinais pour tes programmes, pour ton endroit où aller étudier. Tu voulais avoir un endroit canadien? Ben moi, honnêtement, je m'en allais à Sudbury. J'étais presque convaincu. Mon père avait étudié là. J'avais été visiter. J'avais adoré l'expérience. J'avais rencontré un prof. On avait parlé pendant super longtemps. Et là, j'étais allé au Jeu franco-ontarien à la fin de ma 12e année. Puis là, d'un coup, c'était des gens de l'Alieu qui géraient le volet impro. Puis tout d'un coup, j'ai appris que l'impro, ça se pouvait après le secondaire. Là. Puis ces gens m'en parlaient. Puis je voyais qu'il y avait les étincelles dans les yeux. Puis je suis comme, OK, wow, moi, je veux faire ça aussi. Puis je suis arrivé ici. Ça aurait été vraiment dommage, en fait, que je ne sois pas accepté à l'Alieu quand je suis arrivé ici. L'Alieu qui est la Ligue universitaire de l'Université d'Ottawa. Puis j'ai jamais arrêté de faire de l'impro depuis. J'arrête l'été ou quoi que ce soit, là, mais j'ai jamais arrêté. Ah, tu fais des compétitions un peu partout. Je vois souvent ça sur Facebook. Avec ta gang d'impro aussi. Là, il y a un noyau. Vous allez à Sherbrooke, vous allez On est allé à Rouen cet été pour un tournoi. C'est vraiment le fun. On en apprend beaucoup sur nos amis, mais beaucoup sur nous-mêmes aussi en faisant de l'impro adulte, comme c'est vraiment différent que de faire de l'impro quand tu es. Tu peux me donner un comparatif, disons, dans justement la différence entre un jeune au secondaire qui fait de l'impro? C'est souvent capotin, là. C'est cabotin, mais c'est aussi ça va toujours être les mêmes choses. Ça va être un souper de famille qui va pas bien, ça va être des impros de jeunes, il y a quelqu'un qui chicane avec son prof. Parce que de l'impro d'adulte, on a tellement plus de culture et de référents qu'il peut vraiment se passer n'importe quoi. C'est des situations souvent plus matures, pas nécessairement vulgaires ou obscènes, mais par exemple, les gens qui font de l'impro adulte n'ont pas peur que ça soit pas drôle pour 3 minutes. Là, parce que les jeunes, dès que ça rit pas, ils paniquent et se mettent à faire des faces bizarres. C'était un peu mon cas. Mais c'est vrai ou agir. Moi, je me souviens un des impros les plus ridicules que j'ai vus. Puis je disais, non, on n'est pas là quand je faisais de l'impro dans le temps. Le thème, c'était fourmillon. OK. Le joueur est arrivé, puis il a dit « Oh, je suis une fourmi, je fourmille, fourmillon tout le monde, fourmillon! » Puis là, c'était ça, pendant 3 minutes, on était pognés avec « On est des fourmis pour fourmiller. » J'étais « Oh my God! Ouais. » Ce match-là, je ne suis pas rentré sur la glace. J'ai regardé celui-là. Ouais. Mais fait que c'est ça, fait que la maturité, puisque c'est ça, on prend beaucoup de maturité dans la vie, après les études et tout ça. Puis on arrive, parce que j'ai vu vos matchs, jamais je faisais dans la région d'Ottawa, chaque 2 vendredis.
Regardez sur le site, sur le Facebook de l'acronyme. Ouais, ça s'écrit l'acronyme. vraiment comme l'acronyme, comme Oui, le mot acronyme. L' acronyme. Puis c'est la ligue, la seule ligue en ce moment pour adultes dans la région de la capitale nationale, autant du côté d'Ottawa que de Gatineau. Ouais, parce que les joueurs viennent des deux rives. C'est ça. Ouais. Parce que pendant vraiment longtemps, au MIFO Orléans, il y avait la laitue, Mhm. qui était un peu la continuation de la lieu où des gens qui n'avaient pas tout à fait fini de faire de l'impro. Improtéine est un peu né à la laitue. Mais les gens de Gatineau avaient des ligues de bar, il n'y avait rien de clair, tout le monde était parsemé un peu partout. Mais là, quand ils ont décidé de mettre fin à la laitue, ils ont voulu amener ça au centre-ville, que ce soit plus central et de rapprocher les gens des deux rives. Ça donne un méchant bon show. Donc, je vous lance l'invitation. Tout le monde, si vous êtes dans la région d'Ottawa un vendredi, regardez sur le Facebook de l'acronyme. S'il y a un match, venez voir ça. Il y a des impros, des fois, c'est carrément un extrait d'un téléroman ou d'une série d'humour où c'est vraiment, vraiment développé. Ouais. Les joueurs, je t'inclus là-dedans parce que tu es un des joueurs vedettes aussi. Là. Je pense que tu donnes pas ta place. Là. Je pense que t'es applaudi à la fin du match, là, Merci, très c'est bien. fin, merci. Mais on y croit dans vos histoires, à la rapidité. À l'âge que j'ai, je peux me relier, justement, on dit la maturité, fait que ça colle beaucoup. Ouais. Fait que les gens qui ont une image là, très enfantin de l'humour, de l'impro, les soirées de l'acronyme, là, ça C'est pas juste ce qu'on voit à la télé dans les années 80-90, c'est pas juste ce qu'on voit dans les écoles. L'impro, ça peut être tellement de choses. Puis moi, honnêtement, c'est ma passion, l'improvisation. C'est pour ça que quand ils m'ont invité à m'impliquer comme pour aider à organiser l'acronyme, j'ai dit oui immédiatement parce que je veux que ça continue, je veux que cet espace-là existe. La première fois que je suis venu voir l'acronyme dernièrement, j'étais venu il y a j'étais passé à un moment donné il y a longtemps, mais je suis venu l'année passée, je commençais à venir voir les matchs. Et puis, c'était toi qui étais à la porte. Quand tu ne joues pas, tu ramasses l'argent, tu fais tout le l'accueil. monde, on essaie de s'impliquer autant qu'on peut. Quand les joueurs ne jouent pas, on les invite à venir quand même, parce que on a 4 équipes dans la ligue. Mhm. Il y a 2 équipes par soir qui jouent. Donc, on invite les 2 autres équipes à s'impliquer, soit pour arbitrer, soit pour être DJ, MC ou pour travailler à la porte. Comme ça, il y a vraiment un sentiment d'appartenance, que c'est pas juste les joueurs qui sont cachés dans un coin, puis il y a des bénévoles qui font plein d'affaires. On veut vraiment que la ligue, ça appartienne aux joueurs. Toi, tu fais ça bénévole? Oui. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est une affaire, je me disais, puis tu donnes beaucoup dans plein de projets, dans ça. Je veux dire, quand justement, tu es un des ceux que je vois souvent, puis probablement à l'acronyme, puis probablement il y en a d'autres. Mais tu es à la porte, tu t'occupes des médias sociaux un petit peu aussi, tu es très, très, très impliqué. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de faire ça? Parce que tu as clairement un besoin de faire ça. Ben, c'est un peu une peur que, pas nécessairement moi spécifiquement, mais si personne le fait, l'espace, l'opportunité va disparaître. Mm-hmm. Parce que dans la région, c'est vraiment facile rien faire. Mm. Tu sais, le cliché qu'Ottawa, c'est une ville plate, c'est pas faux, mais il y a beaucoup de monde qui travaille vraiment fort pour que ça le soit. Oui. Fait qu'on essaie vraiment fort de créer des opportunités, de créer des moments comme ça, des happenings où que les gens peuvent vivre leur passion, les gens peuvent avoir du plaisir, il y a un spectacle. Autant en impro qu'en humour, s'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui travaille d'arrache-pied pour que ça ait lieu, ça se passera pas. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais toi, tu t'en retires quoi à la fin d'une saison? Qu'est-ce que tu penses que tu as accompli dans tout ça? Ben, ce que j'ai accompli, c'est que l'acronyme existe encore. Là, fait que le fait que moi, ma philosophie en ce moment, c'est qu'il faut créer ces opportunités pour éventuellement pouvoir en jouir. Oui. Fait que, autant que des fois, ça me fait suer d'avoir à commander des T-shirts puis de négocier avec des fournisseurs comme pendant mes heures de vrai travail, ben quand les gens vont avoir leur hoodie et leur T-shirt, ils vont être contents. Là, parce que, OK, ben, ça existe, ça vaut la peine que quelqu'un le fasse. Là, c'est une réalité que tu touches parce que je me relie beaucoup, j'ai des projets de mon côté, puis je me donne beaucoup sur des choses, puis des fois, je me pose la question, puis je t'en parle, hein, j'en parlais tantôt. Des fois, je me dis, pourquoi je fais ça? Je me dis, il faut juste que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je suis bien dans cet environnement-là. Je veux voir cet environnement-là grandir. Ouais. Je crois là-dedans. Puis moi, je fais des choses des fois qu'au bout de la ligne, je suis pas certain que je vais personnellement bénéficier. Je crois que où j'en bénéficie, c'est dans le processus. Mais à la fin, là, quand il y a, mettons, je ferais de l'impro comme toi, là, puis il y a une équipe qui gagne la coupe, puis que la coupe, moi, je l'ai pas, cette coupe-là. Moi, j'ai coordonné des affaires. Mais quand je vois ça, je suis comme, personnellement, je peux dire,
Ça existe. Puis c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis. Ça existe. Et je le sais dans le fond de moi. Il y a juste moi qui peux me dire, parce que c'est un peu prétentieux de demander aux gens de le dire. Là. Mais je peux juste dire, ça existe à cause que moi, j'ai fait A, B, C, D, E, F, G. On y va jusqu'à la fin de l'alphabet. Là. Puis, mais les gens, des fois, ils le voient pas, ça. Puis c'est difficile, des fois, sur l'orgueil. Mais après ça, tu fais comme c'est une bonne chose, ça veut dire que j'ai bien fait ça si les gens le voient pas. Mais il faut pas le faire pour ça, parce que les gens, justement, qui le font pour leur prestige personnel, souvent sont blessés quand ils sont pas remerciés dans un post Facebook ou à la fin d'une soirée. Oui. Ça dure pas longtemps parce qu'ils sont là pour les mauvaises raisons. Il faut que tu sois là par amour pour quelconque événement. Là. Toi, tu le fais parce que tu es passionné d'humour, tu es passionné des podcasts, fait que tu donnes ton temps, tu donnes tout ce que tu as pour ça, pour que ça existe. Moi, c'est pareil pour l'impro. Jusqu'à très récemment, pour l'humour, c'était la même chose. On donne. Puis là, à un moment donné, ça se passe, puis c'est ça le salaire. Là. Puis une autre chose, c'est quand on fait ça, je veux en venir, c'est tu parlais de ta vraie job. On a tous j'appelle ça mon day job, ma job de jour, tu sais, celle que je vois pour payer les bills. C'est ça. Mais tu sais, des fois, là, je sais que mes boss n'écoutent pas. Là. Fait que, les miens non plus. Tu sais, des fois, un petit 2 heures là, de passer dans ta journée parce qu'il fallait que tu fasses une étape en particulier pour que l'événement ce soir ou demain ou après-demain ou se passe. Puis tu es comme, ah, man, mais un moment donné, c'est que on peut pas toujours faire ça. Non. Parce qu'un moment donné, ce job-là, il faut la garder. C'est ça. Parce que c'est pas vrai qu'on va vivre tout de suite. Je pense que peut-être un jour, on pourrait vivre de nos passions, si c'est réalisable. Mais il faut être réaliste avec ce qu'on fait. Ça, je trouve ça difficile de gérer ce qui m'allume après le travail, à avoir ça dans la tête le jour quand je travaille, puis de devoir des fois essayer de fitter ça dans mon horaire. Puis des fois, là, ça me déprime de ma job de jour. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mon cœur est beaucoup plus passionné à ce que je vais faire après le travail. Ouais. Puis c'est comme difficile à le cerveau. Je sais pas si tu vis la même chose. Oui, parce qu'on est rendu à un point, je pense, là, je généralise, mais on a des emplois, on a des carrières, on est dans le chemin où on devrait être, mais nos passions font en sorte qu'on en regarde toujours comme ailleurs, là, tu sais. Fait que nos jobs sont là. Fait que ça, on les prend un peu pour acquis, puis on se dit, OK, ben si je veux faire quelque chose qui me passionne pour vrai, puis là, je suis pas en train de dire que ma job me passionne pas, j'adore ce que je fais, là, tu sais. Mais je peux pas faire de l'impro à journée longue, là, tu sais. Fait que si je veux faire de l'impro dans différents contextes, faut que je la trouve ailleurs. C'est ça. Tu fais de l'impro, tu fais de l'humour aussi. Oui. Puis là, je vais parler aux gens d'une conversation qu'on a eue, moi et toi, dans ton auto à un moment donné. Okay. Puis ça, j'ai dit, moi, garde ça pour quand on va faire le podcast. Moi, je trouve que tu as beaucoup de talent. Merci. Je te l'ai déjà dit. Puis c'est pas pour rien que de temps en temps, on se croise, puis je t'envoie des messages, puis je veux valider des fois des projets vers toi, parce que je pense que comme on a certains atomes crochus sur des choses, là, je sens que ta vision, des fois, est la même. Sauf que je te trouve trop réservé. Tu te conserves. Ah oui, ça. Tu te conserves beaucoup. Puis on en avait parlé. Puis moi, je te disais, commence à te... Même si parce que je sens que tu n'es pas... Mais ce que tu me disais, tu sens pas que tu es là où tu aimerais ça être une tomate rouge mûre. Mais la tomate, pour que les gens aient le goût de l'acheter, il faut commencer à la promouvoir. Elle n'a même pas planté encore. Faut dire aux gens que la saison de tomates s'en vient. Puis toi, tu essaies d'être la tomate rouge mûre, puis le monde, ils ne sauront pas c'est quoi une tomate à ce moment-là. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu te retiens comme ça? Puis je pense que je sais pas si les gens me suivent dans l'histoire, là, mais tu fais des choses, tu fais de la scène, mais tu te promouvois pas. Zéro. Tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux nécessairement. En dehors des opportunités qui sont offertes pour que tu te présentes, disons, les soirées d'humour ou à l'animation, tout ça, tu te pousses pas. Puis on le sait qu'en humour, il y a des personnalités très, très... des grosses personnalités qui, eux, se poussent puis tout ça, puis des fois, tu sais trop, puis toi, tu le fais pas. Fait que je suis comme, voyons, pourquoi, Pat, il pourrait se promouvoir un peu plus, puis je sens que tu te réserves, tu te conserves, puis ben, je voulais en parler plus avec toi ce soir, là, pour qu'est-ce qui fait que tu ne te promouvois pas plus que ça? Moi, dans la vie, je suis quand même quelqu'un d'assez timide. Quand ils ont décidé de mettre mon visage sur l'affiche de la première saison des Open Mic du Minotaur où j'animais l'an passé,
ça m'a fait fondre. Là. Je voulais mourir. J'ai tellement détesté ça, avoir ma face partout. Là. Il y avait ma face partout dans le bar, aux toilettes. Ils en ont mis dans les commerces du viol. Je détestais ça, marcher puis voir ma face partout. Puis là, des fois, j'allais dans le bar pour d'autres raisons, parce que c'est quand même un endroit que je fréquente souvent. Puis les gens me reconnaissaient, venaient me parler, puis j'haïssais ça pour mourir. Fait que moi, l'idée d'être reconnu par des gens, puis des gens viennent me parler sans que ça me tente de leur parler, c'est mon cauchemar. Ah oui. Ouais. Fait que pour moi, me promouvoir... Je pense qu'il y a aussi je suis incapable de concevoir une façon où je peux rester authentique dans l'autopromotion. Parce que j'ai jamais été quelqu'un à me vanter de mes accomplissements. J'ai jamais été quelqu'un à dire « Hey, s'il vous plaît, venez me voir », à moins que je suis vraiment obligé. Là, Ouais. que j'anime une soirée, donc il faut que les gens se pointent, sinon ça va être plate à mort. Mais comme quand je suis allé au bordel à Montréal, à l'open mic, je ne l'ai pas dit à personne. Comme ma mère a fait un post sans que je le sache. Comme quand je fais des chroniques ailleurs, j'en parle jamais, mais après que c'est fait, je vais le partager comme la clip à des amis proches pour qu'ils l'entendent. Mais je ne vais jamais en parler avant parce que je trouve que c'est pas moi ça, parler de moi-même. Puis même ça, ce qu'on fait en ce moment, comme ça m'a stressé toute la journée. Ah, pour vrai? Oh, Hein? ouais. OK, je ne voyais pas, je pensais que tu étais très confiant de Ah non, là, parce que tu sais qu'on t'a parlé pour parler de toi. Là. Parler de moi-même, honnêtement, je déteste ça. Ouais. Ben, moi, je déteste ça aussi. Il y a des gens qui m'ont offert, hey, ce serait le fun de faire une convo avec toi, puis ils veulent m'interviewer. Je suis comme, pas sur mon show. Parce que je serais comme. Je sais pas. C'est comme, j'aime pas ça comme j'aime ça parler des choses que j'aime, mais quand ça parle de ma vie à moi, je le fais avec les autres, mais j'aime pas ça quand je suis pas le plus confortable. Ouais. Mais en tout cas, je pense que tu pourrais faire un peu plus. Puis c'est pas nécessairement de te promouvoir puis de te mettre la face partout, mais commencer à explorer des zones qui vont te faire connaître un peu plus. Je suis d'accord avec toi, mais moi, quand j'ai commencé à animer l'open mic, tu mets dans un document Excel où que tous les humoristes ont accès, puis là, d'un coup, comme les invitations d'amis sur Facebook, ça rentre à pelleter. Là. Fait que là, je voyais tellement d'humoristes faire des jokes à chaque jour. Puis là, mettons, il se passait une affaire dans l'actualité, la même joke 12 fois. Là, puis c'est comme, je veux pas être dans ce gang-là. Je là. comprends. Je préfère juste faire mes propres affaires. Quand je suis là, je suis là. Puis si tu sais pas que ça se passe, ben c'est de ta faute. Là, Mais t'aimerais-tu ça, à un moment donné, être headliner un gros show? Parce qu'à un moment donné, une fois que tu arrives là, ta face est partout, t'es connu, les gens viennent te voir. Je pense pas que j'aimerais ça, headliner un gros show. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense, en ce moment, ce qui m'allume le plus, c'est écrire, puis faire des chroniques à différents endroits, comme dans quelques podcasts, je fais des chroniques. Ça, j'aime vraiment ça. Créer quelque chose de concret, le livrer, puis après ça, partir. En ce moment, j'aime vraiment ça, faire ça. Beaucoup plus qu'animer une soirée comme que je faisais. Ou comme j'aime encore ça, la scène, tu sais. Mais en ce moment, écrire, c'est ce qui me passionne le plus. C'est intéressant. Je te voyais pas comme ça. Non, mais je pensais, t'es tellement à l'aise. Pas trop déçu. Non, mais t'es tellement à l'aise sur la scène, tu sais, quand ça se passe, que c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu te marketes pas autant, tu sais. Ben, on va parler des soirées Minotaur, mais je veux juste avant, là, parce que une autre chose que tu es un peu un ambassadeur, je trouve, dans la région, c'est le mouvement de l'humour local qu'il y a dans la région. Tu es très actif là-dedans, donc pour expliquer aux gens un peu, peux-tu m'expliquer, c'est quoi la scène de l'humour local dans l'Est ontarien, à Ottawa, dans l'Outaouais? À quoi ça ressemble? Pourquoi qu'on parle en ce moment qu'il y a une scène émergente dans l'humour? Parce qu'il n'y en avait pas déjà, comparativement à d'autres régions. Et c'est quoi ton rôle là-dedans? Qu'est-ce que toi tu fais? Puis qu'est-ce que tu sens que tu as contribué? Puis amène-moi après ça jusqu'aux soirées Minotaur. OK. Ah oui, c'est simple. OK. Jusqu'à très récemment, moi je dirais jusqu'à 3 ans passés, en fait, d'humour local, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment, il y avait les mercredis de l'humour au Mardi Gras, anciennement le Dick Chin, anciennement le Cosmos, soirée qui était partie par Patrick Gros dans les années 90, une des plus vieilles soirées d'humour au Québec. Mais ça, c'est des humoristes établis ou de la haute relève, si on veut, qui venaient. C'était un comédie club. Fait que c'est des gens établis qui viennent présenter des 10, des 15, puis that's it. Puis il n'y avait rien d'autre. Les soirées juste pour eux à la Maison de la Culture à Gatineau, les gros humoristes au CNA, mais sinon. Au MIFO de temps en temps aussi. Au MIFO de temps en temps, mais sinon, local, il n'y avait rien, là, tu sais. Fait que là, moi, la façon que j'ai perçu, la façon que ça a commencé, c'est quand les soirées Open Mic au Minotaur ont commencé 2 ans passés. C'est un animateur de Montréal avec un producteur de Gatineau, un gars qui sort du rap, Almir Martin, qui était encore avec moi pour produire la soirée.
qu'eux ont décidé de partir de cette soirée-là parce qu'ils s'étaient rencontrés dans le milieu du battle rap. Dominic Porter, l'animateur, voulait devenir humoriste. Il travaillait sur une couple d'affaires. Puis Almir avait des contacts dans les bars. Puis ils ont dit, OK, ben, fuck it, on part une soirée. Là, tu sais. Fait qu'ils ont parti une soirée. Puis ils l'ont appelé l'Open Mic du Minotaur. Puis là, ils ont sorti tout le pacing immédiatement dès au mois de mai. Puis là, comme, avec tous des noms. Puis je connaissais personne. Puis je me disais, comme je devrais connaître au moins 3-4 personnes si c'est des humoristes de la région. Là, je leur envoie un message. Ben, avez-vous booké du monde? Comment ça marche? C'est un vrai open mic? C'est comme, ah non, open mic, c'est plus par rapport au calibre des humoristes. Ça va être des open micers de Montréal. On sait que ça n'existe pas vraiment à Gatineau. Je suis comme, mais moi, j'en ai déjà fait. J'aimerais ça me réessayer. Je connais plein de monde d'impro qui serait down pour essayer. Fait que si vous avez de la place, moi, ça me ferait plaisir de vous plugger du monde. Fait que là, moi, j'ai réussi à le faire une fois. Puis après ça, j'ai commencé à leur référer d'autres de mes amis d'impro qu'eux, ils avaient déjà fait ailleurs ou qui rêvaient d'en faire. Puis après ça, les autres soirées ont commencé à apparaître un peu partout dans l'Est ontarien, à Hawkesbury. Fred Lalonde puis Max Richard sont partis d'une soirée. Max, que ça fait super longtemps qu'il fait ça, mais qui avait peut-être jamais eu l'opportunité d'avoir une vraie soirée. Avant, c'était moitié impro, moitié humour. Là, tout d'un coup, c'est devenu de plus en plus axé sur l'humour parce qu'il y a des humoristes tout d'un coup dans la région. Là, juste ce soir, il animait une soirée à quoi, la Chute ou à la Chute, là, à au la Code Chute, Rouge. Ouais. Fait que je le vois sur les médias sociaux, lui, il anime de plus en plus de soirées. C'est ça. Puis là, à Hammond, aux 4 saisons, Phil Brown, il anime une soirée. Après ça, sur le campus de l'Université d'Ottawa, c'est tous des gens qui sont passés par le open mic ou des gens du monde d'impro qui s'est dit, OK, c'est possible maintenant, la porte est ouverte, il y a un public pour ça. Pourquoi pas s'essayer? Il faut frapper quand le fer est chaud. Il n'y avait pas d'humoristes locaux ici, il n'y a pas de place pour le Non, parce que les gens qui viennent de la région qui font de l'humour sont partis à Montréal puis ils ne reviennent pas. Oui, c'est ça. T'sais, Alex Bisaillon, Kat Levac, comme sont tous partis, ces gens-là. Oui. Ça ressemble à quoi la scène locale? Je sais que tu en parles un peu, mais comme l'humoriste, là, c'est qui l'humoriste typique local qu'on va avoir dans une soirée? Puis on apprend où pour devenir humoriste? En faisant des soirées d'humour, mais il n'y en a pas beaucoup dans la région. À Montréal, en ce moment, le mouvement des humoristes, c'est qu'il y a beaucoup de soirées d'humour. Ouais. Fait que le monde ne va plus nécessairement à l'École nationale de l'humour. Ils vont à plein de soirées d'humour, ils écoutent des podcasts, puis ils s'écrivent des shows. Mais la scène locale ici, comment ça s'est né? Les premiers qui ont fait première fois, toi, tu as écrit un stand-up. Tu t'es basé sur quelle base pour écrire un stand-up qui respecte certaines normes d'humour, qui est vraiment difficile à faire? La première fois que j'en ai écrit un, c'était pour un spectacle au Petit Chicago. J'avais des amis qui sortaient de l'École nationale de l'humour qui voulaient présenter leur travail à leurs amis et familles ici dans la région. Puis ils ont été des gens de leurs amis d'impro, du monde qu'ils connaissaient, pour un peu attirer plus de public. Là, Puis là, moi, ils m'ont dit, on serait prêt à te donner un 5 minutes, ça te tente? Je suis comme, ouais. Tu n'avais rien écrit à ce moment-là? Non, j'ai rien. Fait que j'ai écrit spécifiquement pour ça, je l'ai appris par cœur, puis je l'ai fait, ça a bien été, puis j'ai eu la piqûre à partir de ce moment-là. Le Minotaur, parle-moi du rôle que tu avais au Minotaur. Tu étais l'animateur. Oui. En fait, j'ai commencé juste. J'avais fait de la soirée 3 fois. OK. En tant qu'humoriste, juste présenter des numéros. Ensuite, l'animateur Dom Porter, il devait s'absenter, il était double booké, il y avait un show à Montréal. Ils m'ont demandé si ça ne me dérangerait pas de remplacer l'animation. J'ai dit, ouais, ça me ferait plaisir. Ça a été, à ce jour, une des soirées les plus stressantes de ma vie. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Fait que là, quand, entre les 2 saisons, Dom a décidé que lui, il était plus pour aller en France, puis Almir, je cherchais quelqu'un, ils m'ont demandé, ça te dérangerait-tu d'animer? On aime ça travailler avec toi, t'es sympathique, tu à connaître le monde local, fait que tu pourrais être un atout pour la soirée. J'ai dit, ouais, sure, j'embarque. Nice. Fait que là, au début, j'animais, puis ensuite, c'est devenu plus à faire le booking pour la soirée, à essayer de recruter des humoristes locaux parce que. Ça s'est fait graduel ou on t'a demandé de faire ça? Ben, c'est. Un moment donné, on s'est rendu compte que notre bassin d'humoristes local n'était pas immense parce que tout le monde qui avait joué dans l'ancienne soirée venait de Montréal. Ces gens-là, ils arrivaient souvent en retard ou le déplacement, c'était compliqué. Fait que c'était juste plus simple faire jouer des gens locaux. Puis moi, je me disais, faut que ça soit local. Sinon, tant qu'avoir du monde qui sont pas super à l'aise, sont pas super expérimentés, aussi bien d'être du monde local qui vont amener du public. Oui. En même temps, la scène locale va se bâtir. Fait qu'un jour, si on est chanceux, il va y avoir quelqu'un qui va devenir assez bon pour présenter un 15 minutes à la fin d'une soirée pour headliner. Là, mais pour ça, il faut qu'on crée l'espace, comme je parlais tantôt, pour que ces gens-là puissent évoluer. Moi, l'image qui me vient en tête, c'est tu peux pas jouer dans la Ligue nationale de hockey si tu n'as jamais la chance de mettre des patins et aller sur la glace. C'est ça, exactement.
pour devenir bon, il faut que tu pratiques quelque part. Puis pour devenir bon en humour, il faut que tu te pètes la gueule le plus souvent possible sur le plus de scènes possible. Fait que là, toi, au Minotaur, tu étais l'animateur, tu bookais des invités. Ouais. Ben moi, je Et- bookais les gens locaux, puis le producteur s'occupait plus du côté. On avait toujours un headliner, puis mettons, un open micer de Montréal. Puis tu écrivais un texte à chaque semaine. Oui, ça, je pense que c'était ça, mon faire erreur. des- À ouais. chaque semaine, j'essaie d'écrire un nouveau texte. Ouais. Puis il y a des éléments que je pouvais garder peut-être pour plus tard, pour quand moi, je veux faire des vrais numéros ailleurs. Mais en général, c'était qu'est-ce qui s'était passé en fin de semaine. Puis il y a des fois, j'étais niaiseux, comme je savais que j'avais rien à dire le mardi. Fait que le vendredi, je suis comme, OK, en fin de semaine, il faut que je fasse une niaiserie. Ah! Puis là, j'allais à une place, je me saoulais, puis là, je suis comme, OK, il faut que je dorme dans mon char, parce que ça va être drôle à parler. Puis je suis comme, voyons donc, c'est quoi ce vie-là? Là, tu sais? Ouais. Essayer de sérieux, provoquer des mais tu faisais vraiment anecdotes. des... Ben, je l'ai fait comme l'exemple que. Puis je dont trouve pas ça fou, là. C'est juste... ben, l'exemple dont faux. je parle, Ouais. c'est qu'à un moment donné, Cire Pathétique est venu au Minotaur au printemps. Puis là, moi, j'étais un fan quand j'étais au secondaire de Cire Pathétique, un rapper qui est peut-être un peu passé date, mais Ouais. qui fait encore des choses. Ça va être drôle, c'est une tournée Greatest Hits, il n'y aura personne dans la salle, ça va être rigolo. La salle était pleine, le show était complet. Comme moi, il a fallu que je négocie avec le bar pour que je puisse entrer, parce que je ne m'étais pas acheté de billets en pensant que ça allait être vide. Fait que là, ils m'ont laissé entrer, puis c'est là que je me suis dit, OK, je vais juste y aller tout seul, bon, on verra ce qui se passe. Au pire, je vais en parler, là, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis forcé à vivre des choses bizarres ce soir-là, dans le but de pouvoir en parler mardi. OK. Mais c'est pas fou. C'est pas mauvais. fou, en même temps, c'est pas sain comme rythme de On vie. parlait, là. tu as une job le jour. C'est ça. Faut déjà que tu prépares toutes ces soirées-là. Ouais. Plus tu as l'acronyme. Fait que ça en fait des choses à un C'est moment ça. donné. Là. Le petit cerveau, je dirais... Bon, il y a eu des moments cet hiver où j'étais comme, OK, j'ai rien à dire, puis OK, je vais improviser. Puis là, j'arrivais sur scène, puis c'était du pur caca. Là. Ouais. Puis les mondes sont gentils, ils applaudissent parce qu'ils savent que moi, je parle pour 4 minutes, après ça, les humoristes commencent, mais moi, je n'étais pas fier de ce que je présentais. Là. Ouais. Pourquoi t'as lâché ça? J'avais plus de plaisir. T'as plus de plaisir? Explique-moi. Un peu en partie, ouais. justement, à cause de ça, qu'il fallait que j'écrive du nouveau stock à chaque semaine, puis j'ai peut-être acquis cette discipline-là d'écrire à chaque semaine, mais j'étais pas assez fier que j'avais du plaisir. En même temps, il y avait tout le reste de la soirée qui est toujours en arrière de ma tête. Fait que j'étais pas 100% sur scène en train d'avoir du fun. Là, tu sais. Ouais. Pas comme quand je t'arrête de faire un numéro dans une autre soirée où j'arrive, je fais mon numéro, puis le reste du temps, comme je niaise avec les autres humoristes. Là. T'en animerais-tu d'autres soirées d'humour? Oui, mais pas à chaque semaine. Non, parce qu'on a... Oui, c'est ça. On a une entente que je vais animer une de tes soirées au mois d'octobre. Donc... Non, je fais pas une croix complètement sur l'animation. Je veux pas me rembarquer dans un projet à chaque semaine. juste m'assurer qu'on est encore en business. Non, je veux Pat, pas. tu vas animer une soirée Tuc pour rire à la brasserie Tuc de Brou. Oui, le 11 octobre. Le 11 octobre. Soyez là, tout le monde. Oui, ça va être là parce que le podcast il est sorti avant cette date-là. Voilà. Fait que je sais que vous pouvez l'entendre. Puis merci encore de faire ça. Ça fait plaisir. La réalité des humoristes dans la région, il n'y a pas d'argent à faire avec ça en ce moment. Pas présentement. Pas présentement. Moi, je crois qu'un jour, oui. Il y a des rares opportunités où les gens vont te payer. Comme à un moment donné, j'ai été appelé à faire la première partie avec deux autres humoristes, Phil Brown et Fred Lalonde. On a fait la première partie de 2 des gars des Appendices dans un show au Troquet, que le gars avait entendu parler de nous au travers justement à l'Open Mic du Minotaur. Moi, il m'a approché moi, j'ai dit, j'ai pas un 30 minutes, mais je peux venir avec 2 autres gars, 2 autres personnes, puis on va faire 30 ensemble. Il dit, pas de problème, puis il nous a payé. Ou quand on est venu faire le show ici, en haut, justement, on a été payé. Fait qu'il y a des opportunités qui existent où on va être payé, mais c'est pas la norme. Ouais, c'est ça. Puis je pense, présentement, personne... Là, je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Là. Je ne suis pas le chef. Selon ta Je suis perception. pas le chef syndicaliste des humoristes en Outaouais, là, mais il n'y a personne qui s'attend d'être payé régulièrement. Comme il y a un taux qui existe, c'est 10 par minute. Mais ça, c'est les humoristes à Montréal, les vrais humoristes qui Ouais, moi, j'aime pas ça le terme, là, un vrai humoriste. Moi, je vous considère, là, la scène locale, des vrais humoristes. C'est juste des humoristes avec différentes opportunités. c'est ceux qui réussissent à en vivre. Ouais. Moi, c'est ça que je considère un vrai humoriste. Ouais. Quand tu réussis d'en vivre, tu es un vrai humoriste. OK, je comprends. OK, un humoriste professionnel. C'est ça. Parce que tu peux jouer une ligue de garage. Ouais. Tu es un joueur de hockey quand même. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Je vais m'assurer je comprends la que nuance. tu gardes ça dans ta tête OK. parce que je veux que les humoristes locaux aient une vision. Moi, c'est ça que je trippe de voir ça. Je trippe voir tout ce que tu fais, puis la scène. Puis je veux que les humoristes locaux prennent confiance puis se voient comme un produit marketable. Ouais.
Puis c'est ça que ça va faire que la norme du professionnel va changer puis que les gens vont pouvoir en vivre un peu plus. Là. Mais je pense que vous êtes des vrais humoristes. Fait que je vous invite à venir voir les soirées d'humour qui se passent en région. Il y en a plein, de plus en plus. C'est une bonne occasion. Qu'est-ce que tu vas devenir, toi, là? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir? Tu travailles, tu fais toutes ces choses. En ce moment, je suis animateur culturel et pastoral dans une école secondaire à Ottawa. Moi, c'est un job que j'aime beaucoup. Ça me passionne de vivre ces expériences-là avec des jeunes. Comme je pourrais faire ça pour le reste de ma vie. Puis c'est le genre d'emploi aussi qui me fait voyager, qui me fait rencontrer plein de monde. Et en même temps, vu que c'est pas nécessairement une job qui m'assomme quotidiennement, comme je peux arriver chez nous, encore allumé, je suis OK, je peux écrire pour 2 heures, j'ai le temps de parler du monde, de régler des affaires, je peux faire de l'impro, comme je suis encore assez réveillé. C'est pas une job qui me tue, là, parce qu'il y en a des fois que c'est comme, j'aimerais ça faire ça avec ma job, ça me brûle, j'arrive chez nous, puis je me couche, puis moi, c'est pas ça, c'est comme, mon emploi me passionne à un point que je suis capable de tout faire ces choses. J'ai encore assez de capacité que quand j'arrive le soir, j'ai encore une drive. Là. Mais tu voudrais-tu faire de l'humour et de l'impro professionnellement un jour si on t'offrirait ça sur un plateau d'argent? On dit, regarde, on a de la job, puis on a de l'argent. Est-ce que tu partirais faire ça? Est-ce que tu devrais faire de l'humour et de l'impro, disons, là, pour plusieurs années là, jusqu'à la retraite, ou tu devrais plus faire ta job en ce moment? De l'humour, non. De l'impro, si c'était possible, de l'impro, j'en ferais pour vivre. Ah oui. De l'humour, honnêtement, j'aime ça, mais j'aime pas assez ça pour prendre le gamble de tout lâcher puis d'essayer pour vrai. Là. L'impro, je le ferais n'importe quand. Si ça existait, un genre de structure où le monde peut vivre de l'impro, je m'asserais, j'adore ça. Ce que j'aimerais faire, mettons, dream job, côté créatif, là, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est écrire pour la télé. Ça, c'est vraiment la job que je veux faire depuis vraiment longtemps. En ce moment, j'écris beaucoup, pas pour la radio un peu, j'ai un contrat j'ai potentiellement l'opportunité de faire des trucs avec Radio-Canada à la radio, mais aussi beaucoup avec les podcasts du côté de l'Outaouais où je suis appelé à être chroniqueur. Puis ça, j'aime vraiment ça. Fait écrire dans ce contexte-là, ça m'allume beaucoup. C'est pas toujours de l'humour, là, écrire. Présentement, c'est surtout des choses drôles. OK. T'écrirais-tu des choses plus sérieuses aussi? Oui, ben oui, n'importe quoi. En dehors de tes projets, en dehors de l'humour, là, quand tu fais pas de l'humour, quand t'es pas à ton 9 à 5, ta job, quand t'es pas en train de faire de l'impro, quand t'es chez vous en bobette sur ton couch, quel genre de gars que t'es? J'ai jamais vu ce gars-là. Pas que je veux te voir en bobette sur ton couch, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? C'est quoi tes projets qui t'occupent? As-tu des hobbies? Est-ce que tu voyages? Je lis beaucoup. Ouais. Je suis quelqu'un de quand même assez seul dans la vie. J'aime beaucoup ça, être seul. Puis veux pas avec l'impro. Oui, par choix. Avec l'impro, avec le stand-up, tout ça, c'est tout le temps plein de monde. Fait que souvent, qu'il y a des gros rushs d'événements un après l'autre, j'ai besoin de 2 jours où je parle pas à personne. Ah, sérieux? Ouais. Comme je garoche mon téléphone dans le tiroir, puis je vais m'acheter un livre, puis je passe la fin de semaine à faire ça. Je trouve ça important. C'est toute affaire introverti, extraverti, que quand tu es extraverti, tu puises ton énergie à même être avec les gens. Introverti, c'est le contraire. Comme tu dépenses ton énergie à dealer avec le monde, mais tu te recharges quand tu es tout seul. Moi, je suis vraiment comme ça. Oui. Fait que quand je suis tout seul, là, je suis à l'aise, je me repose. Mais quand je sais que j'ai pas un truc bizarre animé dans 2 jours. Mais comme tu dis, comme en bobette, sur le couch, je suis en train de lire. Pendant le temps, je joue à des jeux vidéo, mais là, j'essaie plus de faire la lecture. Ou des lectures phonées ou intellectuelles qui remplissent le cerveau avec les intellectuelles, pas des essais sur la philosophie ou comme des vieux livres de 1900 tranquilles. J'essaie d'alterner un roman en anglais, un roman en français. OK. Parce que je trouve ça important d'encourager la littérature en français. Oui. Comme par exemple, les livres en anglais, j'achète aux Chapters. Les livres en français, je vais à la Librairie du Soleil. OK. Comme ça, mais c'est important d'acheter les livres français aux Chapters aussi. Ben oui, ça lui permet de garder un inventaire. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu ces conversations-là plein de fois avec plein de monde, puis il n'y a personne qui a la bonne réponse. Que oui, tu vas encourager les petites librairies, mais en même temps, on veut que Chapters ait les livres en français. Fait que je sais pas, j'ai pas trouvé la bonne façon de. Une fois sur 2 que tu achètes ton livre en français, tu l'achètes aux Chapters. Là, ça devient un peu complexe. Je pense que je vais tout acheter en ligne. Ouais, c'est ça. C'est plus simple. C'est moi patience. Amazon. Ah oui. Puis les livres que tu lis... en général, c'est de la fiction. Comme en
En anglais, dernièrement, je lis beaucoup comme la littérature de genre, fait de la science-fiction, de la littérature fantastique. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout les premiers livres de ces séries-là où ils ont à construire un univers. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis en français, ça va être des livres plus la littérature. Là, tu travailles beaucoup avec les jeunes. Oui. Les jeunes dans une situation francophone minoritaire. Je sais qu'au podcast, j'essaie souvent tu sais, je sais qu'on fait le podcast en français, puis souvent c'est avec des jeunes de l'Ontario, mais quand j'ai parti le podcast, ma mission c'était vraiment, on va essayer de ne pas faire un podcast qui parle que de franco-ontariens. Puis je pense qu'à date, c'est un bon équilibre que j'ai réussi à faire, mais ça m'intéresse toujours de savoir comment les francophones en Ontario, on vit avec notre réalité. Ouais. Puis toi, tu côtoies des jeunes secondaires à journée longue. Ouais. Et ta job, c'est d'être animateur culturel en partie et pastoral. Le côté culturel, c'est de les faire aimer faire des choses en français. Et moi, c'est une job que je trouve vraiment trippante quand je la regarde sur papier. Après ça, je me dis, aïe. Comme, est-ce que je me vois faire ça? Est-ce que je vais... J'ai l'impression que je ferais une dépression à un moment donné parce que je vois ça comme un gros défi. J'aimerais que tu me parles de ce que tu vis en tant qu'animateur culturel et c'est quoi ta relation avec ces jeunes-là, puis qu'est-ce que tu vois pour cette jeunesse-là? Moi, j'ai la génération, j'ai 30 ans, fait que j'ai grandi pendant le milieu des années 90-2000. Fait que je suis à la génération où, au secondaire, nous, c'était 2 saisons, swing et la musique québécoise. Fait que, puis quand venait le 25 septembre, c'était notre place, puis c'était swing, puis rien d'autre, tu sais. C'est quand, puis j'aimais pas ça. Comme je suis arrivé à l'université en me disant non, je suis pas franco-ontarien, je suis un francophone de l'Ontario. Tu sais, cette nuance-là qui est disparue parce que le monde s'est rendu compte que c'était niaiseux. Là. Mais comme tout le côté, comme le drapeau dans les airs puis la fierté, c'est comme ça me puait au nez, comme je m'identifiais pas à ça du tout. Là. C'est quand que je suis allé travailler au Québec en publicité, puis là, je suis revenu du côté des écoles en Ontario que je me suis rendu compte, OK, il y a moyen de le faire sans que ça soit ça. Et déjà, la roue avait continué à tourner, puis les mentalités étaient ailleurs. On ne peut pas forcer des gens à aimer l'Ontario français. On peut encourager les jeunes à apprécier la culture francophone. À leur montrer que ce que tu aimes en anglais, ça existe aussi en français. Et vu que dans la majorité des cas, c'est ta langue maternelle, tu vas t'identifier probablement plus rapidement à des référents dans les chansons, dans les textes, que quelqu'un, mettons, Jay-Z qui parle d'un quartier à New York où tu n'es jamais allé, que, mettons, quelqu'un qui parle d'une rue à Montréal où tu vas probablement aller 1000 fois dans ta vie. Là, oui. Mais tu le vois-tu, ça? Surtout avec la diversité culturelle, en plus, qui est une autre composante. Fait que les écoles sont de plus en plus... les gens viennent de plus en plus d'endroits dans le monde. Première ou deuxième génération, c'est pas grave. Là, ils viennent quand même, leurs parents sont quand même avec d'autres références. D'unifier tout le monde comme ça. Parce que c'est un peu ça ta job, d'unifier tout le monde. Je pense que d'unifier tout le monde, c'est pas la meilleure façon parce que tout le monde va voir la francophonie différemment. Surtout les gens qui viennent d'ailleurs. Comme eux vont arriver avec leur... Moi, je vais parler de la musique parce que c'est plus simple. Mais eux vont arriver avec leurs propres artistes qu'ils aiment de France ou d'Afrique ou d'Haïti. Puis souvent, on va en faire écouter aux autres, puis ils vont aimer ça. Ils vont embarquer, ils vont aller sur Shazam ou Snap, puis ils vont checker c'est quoi l'artiste, puis ils vont l'intégrer à leur librairie. Là, tu sais. Ça, quand on voit à ce moment-là, quelqu'un sort son téléphone, le même proche du speaker, check c'est quoi l'artiste, comme oh shit, ok, je connaissais pas ça. Ça, c'est une petite victoire à chaque fois. Vrai, ça, comme je l'ai vu très récemment. Ok, cool. Quand je faisais jouer la nouvelle chanson dans la Claire ensemble, FLX, puis il y a plein de monde qui me demandé c'est quoi la chanson. Je suis comme, ben, c'est sur l'ordi. Je suis comme, ah non, je veux juste le checker, puis il est sur le téléphone immédiatement. Là, wow, cool. C'est du monde qui viennent tant comme des petits kids blancs d'Orléans qui parlent à moitié en français que des immigrants de première génération. Là, mais ça, je parlais à plusieurs animateurs culturels. Là, puis je trouve il y a toujours dépendamment de l'école où tu es, dans quelle région de la ville que tu es, mais je trouve quand même que c'est une lourde responsabilité d'être la personne responsable dans l'école, d'assurer qu'il y a une vie culturelle francophone, puis t'appuies plein d'enseignants à accomplir leurs projets, puis c'est un peu le fil conducteur des animateurs culturels que j'ai connus qui sont plus âgés. Les étudiants tu as la possibilité de vraiment toucher le cœur de certains étudiants qui vont se rappeler de toi pour le restant de leur jour. T'en as-tu des histoires comme ça de jeunes que tu sais que eux,
la relation que tu avais avec eux, dans 10 ans, ils vont encore te voir et te dire Hey, Monsieur Guillotte. À ma première année, j'avais envoyé des élèves à un festival d'art visuel à Sudbury, le festival Visionnaire. Puis quand sont revenus, moi, j'étais pas là, il y avait une prof qui était là avec eux. Quand ils sont revenus, il y a des élèves qui est venu voir dans mon bureau et je peux-tu parler? Ouais, pas de problème. Puis ce gars-là, j'y avais prêté de l'argent pour qu'il puisse manger quand il était là-bas. Ouais. Parce qu'il venait d'une famille pas très aisée. Ouais. Il est dans mon bureau, on a fermé la porte. Il est comme, monsieur, je veux juste vraiment te remercier. Je te donne ton change avec mes reçus. Juste te remercier, j'avais jamais dormi dans un hôtel. Ah, wow. Puis comme il est venu les larmes pleines d'eau, puis moi aussi, puis il m'a remercié. Puis ça reste un des beaux moments de ma carrière d'animation culturelle. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, tu parles de faire vivre des expériences, mais moi, j'ai pris ça de Martin Laporte, qui est mon mentor là-dedans en animation culturelle et dans la vie en général, que la francophonie en Ontario, ça se vit au travers des expériences. Que si tu dis à quelqu'un, parle en français, il va dire, OK, il va se trouver une barre, il va parler en anglais. Mais si tu amènes quelqu'un dans un contexte où tout le monde d'autre parle en français puis ils ont du plaisir, les deux personnes qui se parlent en anglais vont dire, ah, on va se forcer de parler en français. Fait que ça se vit au travers des expériences positives où ils se rendent compte, OK, c'est important que je parle bien en français pour pouvoir être bon à faire de l'impro, pour pouvoir être capable de chanter la chanson que je veux chanter devant tout ce monde-là sans avoir un accent, tu sais. Pas sans avoir un accent, mais sans m'enfarger dans mes mots. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut leur faire comprendre pourquoi c'est important plus que les forcer à le faire. Puis ça se passe, ça? Si... Moi, j'ai un préjugé énorme en disant que ça se passe, mais au compte-gouttes. Oui, au compte-gouttes, mais c'est pour chaque élève qui le fait pour de vrai, il y en a 3 qui le font pas, mais que tu vas les recroiser dans la rue plus tard qui se disent Hey, j'ai perdu mon français, j'aurais vraiment dû t'écouter. Là, ouais. Fait que c'est pas une bataille, c'est pas une guerre, c'est juste la façon que c'est l'érosion. Là, c'est un phénomène naturel que c'est un coupe-vent. On fait ce qu'on peut pour empêcher que les gens perdent leur français en créant des contextes de plus en plus intéressants et dynamiques où ces jeunes-là peuvent vivre leur francophonie. Puis ça, la francophonie, c'est-tu quelque chose qui t'allume vraiment? Je sais que tu me parlais de brassage de drapeau puis tout ça, non. Mais est-ce que tu le fais parce que c'est le milieu que tu connais? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est parce que c'est le milieu que tu connais, puis parce qu'il y a une opportunité d'avoir un emploi, puis j'ai l'impression que les gens de l'impro, puis les gens que tes mentors, c'est ce qu'ils faisaient, fait que c'est comme un beau modèle à suivre. Est-ce que tu fais ça parce que tu aimes vraiment ça ou pas parce que c'est un chemin qui s'est dessiné devant toi, puis tu as juste suivi le chemin? J'aime ça. Je le fais parce que j'aime ça. J'ai coaché l'impro au cégep à Gatineau. Puis à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert pour l'équivalent d'un animateur culturel là-bas, coordonnateur de la vie étudiante. Puis j'ai pensé à appliquer pour le poste, mais là, j'ai parlé avec le gars qui le faisait, qui s'en allait. Puis ces descriptions de tâches, comme ça venait pas me chercher du tout. Là, comme... Puis même la jeunesse québécoise, comme ça m'intéressait pas l'aider à cheminer dans ses affaires. Comme moi, j'étais là pour l'impro sans plus. Tandis que les défis de la jeunesse franco-ontarienne, je suis passé par là. J'ai des amis qu'au secondaire, ils ne parlaient pas en français, que maintenant, ils ne parlent plus du tout. J'ai aussi le contraire, des amis qui sont allés au high school anglais, que maintenant, ils ont marié des francophones, puis là, maintenant, ils sont ultra francophones là, pour le bien de leurs enfants. Fait que j'ai vu les deux côtés, fait que je sais que c'est possible de le faire. Fait que ça, j'y crois pour vrai au défi de vivre en français en Ontario. Fait que j'essaie de m'impliquer, puis d'être un prisme. Parce que différents jeunes vont cliquer à différentes affaires. Si tous les animateurs culturels étaient pareils, c'est comme si tous les profs de maths à une école étaient pareils. Il y en a qui vont décrocher. Parce que ce que tu fais, ça marche pas. Fait que moi, j'essaie de le faire à ma façon. Puis quand ça marche, tant mieux. Quand ça marche pas, ben on change, on modifie le plan. Ma question, c'est tu t'en vas où dans la vie? On a parlé que tu aimais ça, l'humour peut-être pas, l'impro oui, mais la job que tu as, tu te vois faire ça tout le temps. Oui, ça, je serais capable de faire ça peut-être aussi longtemps que les gens me tolèrent et que je me sens pertinent auprès de la jeunesse parce que je pense que c'est le genre de job où quand tu ne réussis plus à avoir le même contact avec les jeunes, il faut que tu t'en ailles. Tu ne peux pas le forcer. Les jeunes vont s'identifier à toi. Tu vas réaliser qu'un jour, c'est plus ta place. C'est ça. À faire d'autres choses. Okay. À ce moment-là, c'est pour ça que je fais des contrats bizarres un peu partout puis que je dis oui à presque tout parce qu'on ne sait jamais quel contact va pouvoir être utile, soit pour un autre contrat weird ou pour un emploi plus tard. Oui, c'est ça.
c'est ça, le réseau, il faut toujours entretenir un réseau. C'est ça. Puis autant que j'aille me vendre puis faire du réseautage, c'est nécessaire quand on travaille dans la sphère culturelle parce que c'est tellement une petite communauté tissée serrée que tout le monde se connaît. Oui, c'est ça. Des fois, je trouve ça difficile, les petites communautés, parce qu'à un moment donné, t'as l'impression que tu fais le tour rapidement. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que je fais pas partie d'aucune clique. Puis ce que je trouve difficile dans les petites communautés, comme la communauté qu'on partage, parce qu'on partage une communauté, Ouais. là, Orléans. Orléans, oui, Ottawa, dans cette région-là. Mais moi, je fais pas partie de clique. Moi, je trouve ça difficile de... Je suis toujours... Puis je vais en parler un peu tantôt, là, mais j'ai l'impression souvent que je suis le third wheel, là, la troisième roue. Ouais, souvent, j'arrive, je suis l'imposteur. Je sens toujours un imposteur partout où je vais. On dirait que faut toujours que je fasse mes petites choses. Je comprends pas les clics. Puis les clics, c'est parce qu'il y a de l'historique. Vous avez fait de l'impro ensemble. Ouais. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Fait que moi, je sais pas. Des fois, ce phénomène de communauté-là, c'est moi dans une communauté et non partie de la communauté. Là. Je sais pas si tu te sens comme ça des fois. Là, tu disais que tu aimes ça être seul aussi. Là. Oh, oui, comme moi, mettons, un des moments de l'année que j'haïs le plus, c'est le festival franco-ontarien. Okay. Parce que l'événement tel quel, c'est le fun, j'adore ça, j'adore les spectacles, j'aime ça, la façon de s'organiser. Mais arriver sur le site, là, puis voir 1000 personnes là, que je connais peut-être, comme juste à y penser, c'est comme, ça c'est un prof, j'y ai parlé une fois, j'espère qu'il ne me reconnaît pas. Ça c'est un directeur d'une école, je suis allé une fois à son école, je veux pas qu'il vienne me parler. Ouais. C'est juste du monde que j'ai croisé dans plein de places que je veux pas qu'il vienne me parler. Quand tu es là dans le contexte où tu as interagi avec cette personne-là, ça a bien de l'allure. C'est ça. Je pense que ça rejoint un peu ce que je disais. C'est ça. Puis après ça, l'autre, tu sens que tu n'as pas vraiment rapport à long terme dans tout ça. Exact. Mais il faut que toujours dans le bon contexte, ça fonctionne. C'est ça. Mais où est-ce que je m'en vais, ça, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Moi, la façon que je gère ma vie en ce moment, c'est que je dis non à presque rien. Mm-hmm. Je vais essayer tout. Puis quand comme l'animation du open mic, c'est un bon exemple. Quand je vais me tanner, je vais partir avant de commencer à haïr ça pour vrai. Ouais. Fait que moi, je suis prêt à essayer presque n'importe quoi à côté professionnel. C'est des expériences, c'est des aptitudes que je vais développer, puis ça va faire de moi une personne différente de quand je l'ai commencé. Là. Pat, on peut te voir encore sur la scène. Oui. Je le sais que c'est pas fini. Je le sais que tu as un impact énorme. On en a parlé auprès des jeunes. Tu travailles là-dessus. Que tu te cherches encore, je pense. Puis que les gens te cherchent aussi. Fait que tu les aides à découvrir. C'est un peu plus search engine friendly. Ouais. Mais j'apprécie beaucoup, beaucoup le temps que tu mets dans tous les projets. Moi, c'est des projets que j'apprécie, que ce soit l'impro, que ce soit l'humour, puis que les jeunes que je vais voir super heureux participer au Festival franco-ontarien, entre autres. je vais les voir là, puis je vais pouvoir dire moi, je connais des gens qui ont un impact dans leur vie. Fait que ça, c'est vraiment cool. En plus, ce soir, tu as pris le temps de venir me rencontrer à l'Institut canadien français pour venir faire ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Puis j'espère qu'on va s'en parler bientôt. Sûrement. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les partager via ma page Facebook Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.